Septième mécanisme de défense, le déplacement. Le déplacement est la redirection des émotions ou des impulsions d'une cible originelle vers une autre cible plus acceptable ou moins menaçante. On déplace, comme son nom l'indique. Voilà. N'avez-vous jamais eu affaire à une personne en colère après une journée de travail ? Il s'est passé ce qui s'est passé au travail et le soir même, il se venge sur sa femme et ses enfants à la maison une fois rentrés et la porte fermée. C'est un cliché qui malheureusement reflète une réalité que beaucoup vivent ou font vivre. Peut-être que vous-même, vous l'avez vécu, peut-être même que vous le faites vivre, je ne sais pas. En tout cas, c'est un cliché qui a sa raison d'être. Le fait d'exprimer une émotion ou même le désir d'un objet dans le contexte qui lui correspond peut amener la personne à s'exposer à des répercussions. Si le patron, là, si on prend cet exemple-là de cette personne qui a été humiliée par son patron, d'accord, mais le fait même, dans ce contexte professionnel, s'il exprime quoi que ce soit, ses pensées ou ses émotions, et ça peut l'amener à s'exposer à des répercussions. Soit dit en passant, perçues ou réelles. Hein. Ça peut être des répercussions réelles, concrètes, ou perçues, c'est-à-dire qu'on croit que. Au lieu d'assumer les répercussions, l'individu se comporte de manière irrationnelle ou déplacée avec quelqu'un qui n'est pas du tout la véritable source de son conflit. Et comme tout mécanisme de défense, il n'est pas dommageable à court terme. On peut s'agir d'une personne qui dit « Ah, voilà, j'ai passé une mauvaise journée, j'aurais dû répondre au patron qui n'a pas été juste et bon, je le ferai la prochaine fois. » Ou alors à un collègue, ou alors peu importe. J'aurais dû faire ci ou cela. Déjà, il y a une forme de reconnaissance, donc c'est très bien. Et puis on se rend compte que on est désagréable, on est exécrable. On arrive à s'observer, à se voir et se dire que l'autre ne mérite pas parce que finalement je sais d'où vient mon comportement. Et la prochaine fois, pour ne pas avoir, déjà ressentir cette sensation très désagréable qui se maintient avec le temps, et ne pas faire subir à d'autres personnes ce qui est injuste, la source de mon conflit, eh bien, je ferai ça la prochaine fois. Donc, il n'est pas dommageable à court terme, hein, parce que ça peut arriver, et ça permet de gérer des sentiments difficiles, mais par contre, il peut affecter significativement les interactions sociales, à terme, et compliquer la communication, si la personne utilise ce mécanisme de manière systématique. C'est le temps et l'utilisation systématique qui fait que la personne se dégrade socialement parce que du coup, elle va être quelque part injuste envers des personnes qui subissent en fait ces conflits internes et ça génère ça complique la communication. Donc à terme, il peut même être destructeur pour l'individu lui-même et sa vie relationnelle générale. Je me souviens, en parlant de ça, je me souviens d'une anecdote qui est très parlante d'un job étudiant en tant qu'hôtesse d'accueil dans une grande enseigne. Je me souviens un jour, une employée d'une des sociétés qui s'était présentée à l'accueil. Donc c'était un bâtiment dans lequel il y avait diverses sociétés et moi je m'occupais de l'accueil. Enfin, j'étais à l'accueil de cette enseigne professionnelle. Donc une employée s'est présentée à l'accueil avec une pile de dossiers qu'elle a brutalement déposés sur le comptoir en disant de manière très agacée faudra m'envoyer tout ça très rapidement. Hein. Alors, une seconde après avoir su... Donc ça m'a fait sursauter, je me souviens très bien de cette anecdote. En une seconde, j'ai ressenti tout le manège qui se tramait derrière
tout ce qui se tramait derrière. Et j'ai été très réactive. Donc ma réponse, je lui ai répondu de manière très sèche et ferme. Je ne me souviens plus exactement des termes, mais en gros c'était déjà premièrement bonjour. Et deuxièmement, c'est pas parce que votre responsable vous met la pression que vous croyez que vous allez vous venger sur moi. Donc débrouillez-vous avec votre dossier, je ne ferai rien du tout. En gros, j'avais répondu de cette manière-là, ce qui était... je montrais quelque part un autre visage de l'hôtesse d'accueil agréable qui dit oui à tout, etc. Et en plus qui se trouve tout en bas de l'échelle, hein, parce que forcément, je me souviens plus très bien de ce qui s'était passé par la suite et je crois qu'elle m'avait même menacée parce que forcément moi, je n'étais pas une menace si elle me parlait comme ça. Alors que si elle répondait à son patron ou son collègue de par je ne sais ce qui s'était passé, elle pourrait avoir des répercussions pour la suite sur son job, sur son travail. Alors que si elle le faisait sur moi, il n'y a aucune répercussion. Moi, la femme de ménage, l'agent de sécurité, on s'en fout de ces gens-là. Donc, soi-disant que j'allais perdre mon travail, donc après, elle m'avait menacée elle est partie se plaindre en gros, et puis il fallait que je réponde à ça parce que j'allais perdre mon travail, ce qui était d'ailleurs sa propre peur, soit dit en passant, qu'elle a projeté. Un autre mécanisme. Vous voyez que plusieurs mécanismes peuvent être emboîtés. Bien évidemment, même si la tâche en elle-même m'incombait, c'est-à-dire la tâche d'envoyer les dossiers, je crois qu'elle m'incombait, c'est-à-dire la tâche en elle-même, l'action en elle-même m'incombait. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai placé le reste, plutôt, je suis sortie du contexte professionnel, c'est-à-dire que une action qui incombe selon un contrat qui t'est donné, donc voici ce que tu dois faire, écrit noir sur blanc. Comme on est sorti du contexte de respect mutuel, je suis donc sortie du contexte professionnel. Donc j'ai placé le respect mutuel au-dessus de tout et aucune menace n'arrivait à infiltrer mon esprit. Aucune menace, puisque déjà je savais que j'étais dans le juste et je crois que n'importe qui, je pense, maintenant avec le recul, aurait octroyé cette réponse de manière favorable, aurait accueilli cette réponse de manière favorable. J'en suis persuadée. Donc je n'avais aucune crainte, ni de perdre le travail, ni de quoi que ce soit. Et je crois que cette anecdote m'a énormément, déjà premièrement, appris sur moi. La preuve, des 15 ans après, j'en parle. Et elle m'a appris aussi sur les principes sous-jacents de la communication. Bien évidemment que j'ai approfondi par la suite. Et c'est ce qui me permet de m'efforcer, de ne pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Voilà, ça c'était la petite anecdote du jour, ces déplacements. Là c'était flagrant en une seconde. J'aurais pu ne pas le voir, le percevoir, mais il faut remettre les choses dans son contexte et renvoyer la responsabilité de la gestion et de l'anxiété de cette personne, de tout individu, de le renvoyer à lui. Parce que les autres ne sont pas ce que j'appelle des poubelles émotionnelles. Donc c'est un manque de respect, un manque de considération que je ne tolère pas pour ma personne. Voilà. Ça, c'est ce qui est pour le déplacement. On passe à la régression. On va régresser. On va essayer de ne pas trop régresser, mais on va parler de régression. La régression, c'est le retour à des comportements de stade précoce de développement en réponse au stress. Comme son nom l'indique, il est assez parlant. On retourne à des comportements de stade précoce de développement, puisque dans chaque être humain,
possède, selon notre croissance, des étapes de développement. Le développement, par exemple, de l'enfant, on passe par des étapes dans le développement psychomoteur, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on grandit d'une certaine manière, et puis on a des étapes par lesquelles on passe tout au long de notre vie, des étapes physiques. Notre corps physique se développe d'une certaine manière et selon un certain ordre. Et en parallèle de ça, il y a des étapes de développement psychologique qui ont un certain ordre également. Au départ, j'ignorais que la régression, qui porte bien son nom, était aussi considérée comme un mécanisme de protection ou de défense. Je vais donner quelques exemples par la suite. Parce que quand on y réfléchit bien, c'est vrai que ça peut sembler aller de soi. Quand une personne se sent dépassée, ou alors qu'elle ressent une grande anxiété, elle peut adopter un comportement d'un stade de développement antérieur, tout simplement pour se protéger, pour se rassurer. Et c'est typiquement, vous connaissez tous, l'adoption de réactions enfantines chez un adulte. Il boude, il va crier, et puis il est dépendant d'une certaine manière. C'est une forme de régression. Il adopte une voix enfantine. Et tout ça, c'est dans le but de chercher un réconfort face à une situation difficile rencontrée. Encore une fois, c'est un mécanisme de protection. En soi, ça n'a rien de néfaste quand cela peut servir d'échappatoire temporaire. Okay, c'est vu comme une sorte d'immaturité, une sorte de faiblesse temporaire. On fait comme un pas antérieur. On peut avoir des réactions qui sont disproportionnelles, qui peuvent aussi se manifester. Par exemple, des adultes qui manifestent de grosses colères, des pleurs. J'ai craqué. En général, c'est ce qu'on dit. Mais j'ai craqué quoi? On peut même y avoir des régressions au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que les personnes vont se retourner vers des aliments consommés dans l'enfance, justement lorsqu'elles font face à un stress. Elles ne savent pas comment faire face à ce stress. Elles vont aller se rassurer temporairement en consommant des aliments qu'elles consommaient dans l'enfance. Encore une fois, lorsque ce genre de mécanisme se déclenche de manière temporaire, ça permet qui permet une prise de conscience de l'individu sur une exploration plus profonde de certains paramètres de sa vie intérieure, pourquoi pas? Et c'est salutaire. Par contre, encore une fois, lorsque ça devient chronique, on dit chronique, c'est un peu comme une maladie organique, c'est une réponse. Et que cette réponse face à un stress est systématique, la personne va systématiquement pleurer, bouder, ou adopter piquer de grosses colères, etc. Ça peut interférer lourdement avec l'évolution personnelle de cette personne-là. Voilà, ça c'était pour la régression. Et malheureusement, je crois que ce mécanisme de défense est pas mal présent. Très présent. C'est comme s'il y avait une épidémie de régression. Et je crois que c'est aussi beaucoup lié à une forme, si je vais un peu plus loin, je vais m'arrêter là, sinon ça deviendra trop long. Je m'interroge, maintenant que j'y pense, sur l'infantilisation constante de la société et de toutes les sphères sociales. Est-ce que c'est pas aussi lié à cela? Le fait que ce mécanisme soit surutilisé, qu'il devienne pathologique. L'infantilisation à l'école, collège, lycée, on les considère encore comme des bébés à gaver. L'infantilisation au travail, dans la société. En général, dans le niveau marketing, consommation, médicale, on désapproprie l'individu de la responsabilité à s'assumer soi-même. Par exemple, à assumer sa propre
sa propre santé physique, sa propre santé mentale, c'est la propre subvention de ses besoins, etc. Il y a une infantilisation globale de la société et cette infantilisation est largement liée à ce mécanisme de protection et de défense. Je me posais la question, de toute façon, tout est toujours lié. Dès lors qu'on observe un comportement individuel, on l'observe au niveau collectif. Ce qui est en haut est le reflet de ce qui est en bas et réciproquement. 9e mécanisme de défense, on arrive à l'identification. L'identification est l'augmentation de l'estime de soi en adoptant les caractéristiques, les qualités ou le succès de quelqu'un d'autre. On connaît très bien l'identification et j'avoue que c'est mon préféré. Et je dirais qu'il est même inhérent à la condition humaine. C'est mon préféré dans le sens où je crois que tous les êtres humains sur cette planète sont passés par l'identification. On s'identifie, c'est vraiment la quête de l'identité humaine. Mais comme toute chose, même les bonnes choses incarnées en excès peuvent s'avérer néfastes. Et je pense même que l'être humain est l'incarnation pure, comme je le disais, de l'identification. Puisque contrairement aux autres règnes, seul l'être humain passe par ce processus de ce qu'on pourrait appeler ce processus de construction de la personnalité, et ça passe par l'identification, c'est-à-dire l'adoption de caractéristiques d'une autre personne, l'adoption de valeurs, de rôles d'un ou de plusieurs groupes de personnes. Et notre existence sociale en dépend totalement. Un membre de la famille peut être perçu comme un modèle. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Et souvent dans la petite enfance, c'est le parent, ou ce qu'on peut appeler la figure parentale, du même sexe. En théorie psychanalytique, ce processus est nécessaire. Donc c'est nécessaire, c'est même pas qu'il peut exister, qu'on peut utiliser, mais il est nécessaire pour intégrer les normes sociales et morales de son environnement de départ. Et ce processus est flagrant lorsque l'on observe le développement d'un enfant qui adopte les mêmes attitudes qu'une figure modèle de son environnement. Ou malheureusement des médias sociaux aujourd'hui. Enfin, malheureusement, puisqu'apparemment les modèles ont changé. Aujourd'hui, c'est perçu comme ringard par une certaine génération de dire que ma mère est mon modèle, ma grand-mère est mon modèle, une tante est mon modèle, ou un oncle ou mon père. Les modèles ont changé. Plus tard, donc ça c'est tout à fait normal. D'ailleurs c'est drôle, ça peut être drôle de voir à quel point un enfant mime un comportement. On dit ah c'est bien le fils de son père, c'est bien la fille de sa mère. Donc il y a une sorte de fierté de certaines personnes et puis c'est aussi tellement caricaturé que on ne peut l'éviter, on ne peut pas l'éviter on ne peut éviter de l'observer, de le remarquer. Et plus tard, à l'âge adulte, ce processus ne cesse de se manifester à travers, par exemple, la participation à la vie sociale par l'adhésion à des groupes religieux, à des groupes culturels. On peut s'identifier au sport, à des équipes, de foot, à des groupes politiques. Donc vous voyez, l'identification, quelque part, elle ne cesse jamais. De la naissance à un certain niveau. Dans la vie adulte, elle peut se poursuivre et de manière, donc en fonction des personnes bien sûr, de manière presque systématique. On s'adapte à un groupe, on imite les comportements. Donc on s'adapte, on imite, on pourrait aussi appeler ça le processus de socialisation, quelque part. On se sent aussi émotionnellement connecté. Il y a une dimension émotionnelle, par exemple un groupe politique, une équipe de foot, émotionnellement, alors là, on peut faire toute une analyse sociologique sur le foot spectacle, le foot ou autre chose, mais disons que le foot quand même a une place assez prépondérante dans nos sociétés.
Donc il y a des personnes qui s'identifient, se connectent tellement émotionnellement que si on voit ça de l'extérieur de manière assez froide, on pourrait trouver ça ridicule. Des personnes qui se battent, qui s'entretuent, ou bien qui ont des joies et des euphories exceptionnelles, juste parce que des personnes courent derrière un ballon pour le mettre dans un filet. Là, si je fais une analyse purement, on va dire froide, sans l'aspect émotionnel, bah justement, il y a la connexion émotionnelle, la charge émotionnelle qui est utilisée justement pour en faire des sports spectacles et puis toute l'industrie qui tourne autour de ça. On peut se sentir admiratif aussi. Donc il y a la connexion émotionnelle, l'admiration, d'où l'identification. Par exemple, une personnalité publique dans la politique, le milieu du cinéma, un influenceur, tout ce qu'on voit dans les médias en général. Tout ça peut aussi être un moyen d'acquérir certaines compétences socialement utiles. Parfois, on s'identifie tellement que, voilà, moi aussi je veux être footballeur professionnel parce que je veux être comme un tel. Quelque part, dans une certaine mesure, ça peut être bénéfique parce que derrière, les compétences qu'on peut acquérir, c'est, imaginons dans cet exemple précis dans le sport, le dépassement de soi, l'effort, le fait de se placer un objectif et de mettre tout en place pour pouvoir l'atteindre, la concession sur d'autres choses, la notion de sacrifice pour atteindre un objectif ou un rêve ou peu importe. Donc ça peut être quelque part intéressant. Idem pour les études, si on a une personnalité publique qu'on admire et qu'on est amené à faire certaines études pour, je sais pas, avoir le même statut qu'elle, finalement c'est quelque chose de positif parce que ça a poussé, ça a été un moyen motivationnel assez fort pour acquérir certaines compétences. Et tout ça, tout en rehaussant l'estime de soi. Quelque part, c'est un processus humain. Maintenant, moi je me posais la question, très bien, pour l'identification, d'accord. Qu'en est-il, par contre, des modèles destructeurs ? Parce que là, on parle de quelque chose qui pousse l'individu, par exemple, à se dépasser physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Pourquoi pas, si c'est un facteur motivationnel assez puissant. Mais qu'en est-il des modèles destructeurs ? Donc, je vais pas m'attarder ici sur l'admiration de ce qu'on pourrait appeler la voyoucratie dans tous les domaines. Par exemple, la convoitise, l'envie de l'acquisition d'un pouvoir qui est symbolisé par l'argent. Donc cette forme-là de voyoucratie, je sais pas moi, l'exemple frappant, vraiment les rappeurs américains qui font la promotion normale, la banalisation normale, sexe, drogue, violence, argent, et qui est diffusée par les médias, qui active chez l'être humain tous ces penchants morbides et destructeurs. Donc être sans pitié, être comme ci ou comme cela, ça commence à devenir une norme sociale valorisée. Donc ce sont des modèles pour les jeunes. Être des femmes avec un certain... des femmes d'un certain modèle. Ce ne sont plus des femmes, je sais pas moi, combattantes, des femmes qui ont un certain rôle, par exemple, entre guillemets, qu'on pourrait appeler traditionnel, qui peut être valorisé, de soutien émotionnel. Non, on va valoriser par exemple les femmes avec, c'est le corps. Chez les femmes, c'est le corps avec un certain modèle hyper sexualisé et avec certains paramètres qu'on va dire que tu vaux quelque chose pour une fille si tu ressembles à ce modèle-là. Tu attireras l'attention et on t'aimera si tu as ce modèle-là. Donc il ne faut pas avoir de sentiments, il faut être dans une forme de manipulation pour que tous les regards soient attirés vers toi. C'est une forme de prostitution chez les filles. Il y a beaucoup
de choses qui se passent avec les médias sociaux. Les petites filles, les jeunes filles sont en danger. Ça commence pas d'aujourd'hui, des médias sociaux. Hein. Ça a déjà commencé il y a pas mal de temps, notamment avec Hollywood là, et les dessins animés à caractère sexuel. Et ce qu'on appelle ce que j'appelle la bad boyisation des garçons. Donc il faut que ce soit un bad boy parce que c'est plus valorisé. C'est ringard d'être quelqu'un qui a des valeurs, par exemple chevaleresques, qui est bon, qui a des valeurs de protection masculine, de travail, de prendre soin de, je sais pas moi, sa famille, d'être un explorateur, quelqu'un qui va de l'avant et tout. Non, on va favoriser, on va idéaliser, donc on va donner de l'importance aux bad boys, qui sont aussi des processus d'identification. C'est comme ça, c'est ça un homme. D'accord, c'est en politique ou dans le business, ça va être voilà, des gens qui ont de l'argent, qui manipulent, etc. Et qui sont impunis aussi, surtout. Alors, dans le niveau un peu plus bas de la pyramide, c'est la muscu, drogue, boxe, filles, sexe. Chez les filles, c'est la prostitution, tout simplement. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais je vais l'utiliser simplement pour pointer du doigt le fait que le processus d'identification est bien à ses limites, s'il n'est pas sous-tendu par un discernement conscient. D'accord, on s'identifie, mais on s'identifie à quoi et à qui? Et dans quelle mesure ça aide la personne à développer ou à maintenir une forme de vertu ou de construction interne. Donc je comprends que ça soulève des questions beaucoup plus profondes de la quête universelle d'identité. Puisque quelque part, l'être humain se positionne. Les quêtes existentielles sont des quêtes identitaires à un niveau beaucoup plus étendu. Voilà pour l'identification. L'intellectualisation, c'est le prochain processus. L'intellectualisation, c'est qu'on va aborder une situation émotionnellement chargée de manière très analytique et distante, souvent en se concentrant sur les détails. Tout cela évite de ressentir certaines émotions difficiles ou douloureuses. Tout est dit dans la définition. Ah, tu intellectualises trop. On m'a déjà dit ça. Et je pense que, je sais pas si on vous a peut-être fait cette remarque, ou est-ce que vous-même vous l'avez déjà remarqué chez d'autres personnes. Je pense que oui. Je pense que vous doutez que cette forme de distanciation a pour but de se protéger d'une certaine, quelque part, détresse émotionnelle. Ou alors c'est une manière d'offrir un certain sentiment, d'offrir l'apparence d'un certain sentiment de contrôle sur des situations qui peuvent sembler émotionnellement justement incontrôlables. C'est typiquement le mécanisme adopté d'une personne à qui est diagnostiquée une maladie grave et qui va s'orienter vers la recherche approfondie des éléments médicaux et théoriques de la maladie. Au lieu, donc forcément, un diagnostic d'une maladie grave génère des émotions. A priori, c'est une démarche salutaire que de vouloir comprendre pour mieux agir, mais cela pourrait être problématique, vous vous en doutez, si cela sert d'évitement total des sentiments de peur associés au diagnostic. On retrouve également ce même processus lorsque certaines personnes vivent des situations conflictuelles qui les présentent exclusivement sous un jour rationnel. Donc, elles vont présenter l'aspect cause à effet. Voilà, il s'est passé ça parce qu'il y a eu ça, donc on va expliquer de manière rationnelle pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation-là. Encore une fois,
donc je répète depuis le début, un des dysfonctionnements de ce mécanisme, c'est l'excès et la chronicité, la systématisation, lorsque ça devient un mode de fonctionnement et non une réaction temporaire face à une détresse ressentie à un temps précis. Donc à terme, la personne peut carrément, si elle utilise l'intellectualisation systématique, elle peut carrément se déconnecter de ses émotions, de par son incapacité à vivre ses émotions, et donc à établir avec soi et avec les autres par la même occasion une relation, disons, d'acceptation. Une relation authentique avec soi, c'est aussi accepter de ressentir ce que l'on ressent. Et cette démarche-là fait partie inhérente de la compréhension de soi et donc un chemin vers l'amour de soi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc l'intellectualisation, je sais que c'est un mécanisme qui est difficilement cernable parce que est-ce que c'est un mécanisme de défense ou de protection? Parce que si je prends mon exemple, mon cas précis, j'ai tendance à vouloir comprendre les choses. Donc je vais être dans une démarche d'explication. Mais je crois qu'avec le temps et l'expérience, c'est même pas je crois, avec le temps, je sais qu'avec le temps et l'expérience, je fais la part des choses entre les émotions et l'intellectualisation. Donc je sais quand ressentir, quand intellectualiser dans le sens expliquer. Et selon moi, l'un n'empêche pas l'autre. Je peux ressentir et expliquer le ressenti, vivre l'émotion, mais aussi expliquer, puisque pour moi, il y a plusieurs manières de voir les choses. Ça, c'était selon mon point de vue et ma manière de fonctionner. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Pour moi, l'un n'exclut pas forcément l'autre. En ce qui me concerne, je suis capable de ressentir de manière très agréable, très désagréable certaines choses. Je l'accepte à ma manière. Cela dit, à côté, cela n'empêche pas que je puisse aussi rationaliser ou intellectualiser. Il nous reste 2 mécanismes à vous présenter et on a terminé. C'est l'annulation et la compensation. Alors l'annulation, on passe à l'annulation. L'annulation est la tentative inconsciente de réparer une pensée, un sentiment ou un comportement qui est perçu comme inacceptable ou nuisible, souvent par le contraire de ce qui a été initialement pensé, ressenti ou fait. On va réparer inconsciemment. C'est une tentative par contre. On va réparer quelque chose. Pensée, sentiment, comportement par le contraire. Je ne sais pas si ça vous fait rappeler l'autre mécanisme, c'est la réaction de formation. Vous vous souvenez, la personne, là, je vous avais dit de visualiser la dame qui a son voisin noir, qui a des pensées et des ressentis très désagréables, et qui va être extrêmement serviable parce que je suis une bonne personne, donc elle va adopter un comportement inverse. Là, c'est pas tout à fait pareil. Je pense qu'il vous est sûrement déjà arrivé de regretter une pensée que vous avez trouvée peut-être inappropriée. Il se peut même que vous ayez symboliquement contré cette pensée par une autre. Symboliquement ou de manière réelle. Et là, par contre, c'est un autre mécanisme qui est différent de l'autre parce que ce mécanisme, il sert à atténuer la culpabilité ressentie, l'anxiété ou le conflit qui est lié à cette pensée. Donc là, on est capable de percevoir
la culpabilité, l'anxiété et voilà, donc le conflit qui y est associé. On peut aussi parler de compensation. Par exemple, un parent qui crie sur un enfant, puis il va compenser, même si la compensation c'est autre chose, vous le verrez, c'est le dernier mécanisme dont je vais parler. Un parent qui crie sur un enfant, et puis ensuite il va le compenser en lui achetant des cadeaux, ou encore, voilà, il va compenser par diverses manières. On a un excès de politesse envers un collègue de travail. Je prends cet exemple-là, un excès de politesse, que ce soit envers un collègue de travail ou une autre personne, ou de complaisance, après avoir eu des pensées assez critiques ou négatives par rapport à cette personne. Et on se dit, en fait, elle ne le mérite pas. Donc on se dit, on culpabilise, donc on compense. Alors, ce mécanisme pose réellement question. Je pense qu'elle m'a posé question parce que je pourrais même penser que c'est un mécanisme symptomatique de notre société, que de compenser en restant sourd, muet et aveugle quant à nos réels sentiments et justesse de nos comportements. Je m'avance encore un peu par rapport à la compensation. On le retrouve d'ailleurs dans le système judiciaire, avec les compensations financières pour des dommages causés à autrui, qui est parfois des compensations liées à des vies humaines. On va financer. En gros, vous connaissez les dommages et intérêts. On retrouve aussi la compensation, par exemple, des industries polluantes, ou la possibilité, avec le carbone, etc. Donc il y a des industries qui polluent tellement, mais pour continuer à fonctionner, elles vont verser une sorte de compensation financière pour les dommages qu'elles causent à l'environnement. Je ne sais pas si ça existe encore et j'ai oublié le nom du processus. Il y a la possibilité de faire des dons aussi. Vous connaissez, il faut planter des arbres. Par exemple, quand vous voyagez en avion, vous pouvez avoir la possibilité de faire des dons pour soulager votre conscience. Un peu comme si la conscience de cette action très néfaste pouvait être soulagée financièrement. En fait. 1 euro, un arbre planté. Et c'est bon, hop, pour nous, ça nous soulage. Ah, c'est bon, j'ai payé les 1 euro, donc je peux faire ce qui m'est reproché, même si je suis un mauvais citoyen. Encore une fois, le fait de voir ou d'entendre plus authentiquement nos actions, nos pensées et émotions, donc de manière authentique, c'est directement, faire face, sans aucun filtre. Ça permet d'apporter des réponses adaptatives à ce que l'on ressent, ce que l'on pense, plutôt que défensive. Donc on apporte le fait de voir clairement, sans détourner le regard, ça permet une compréhension et une acceptation, et donc par la suite des réponses plutôt adaptatives. On s'adapte, on dit ah tiens c'est intéressant. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Et par la suite, on est plus dans un système de compréhension de soi plutôt que de défense. Quelles sont les raisons pour lesquelles certaines pensées ou actions sont vécues comme étant négatives? Pourquoi est-ce que le fait que je ressente ça est désagréable et négatif? C'est peut-être le genre, je sais pas, c'est peut-être le genre de questions à explorer pour vivre plus sainement un rapport à soi. Et ça ne veut pas dire que ça n'implique pas de changement. Accepter une situation en un temps T, ce n'est pas l'accepter en temps pour l'infini, à l'infini. Si on remarque, si on accepte une problématique, si on la reconnaît, si on l'explique, on la reconnaît, on la voit, ça ne veut pas dire qu'on veut la perpétuer à vie, ad vitam aeternam. Cela veut dire tout simplement qu'il y a une forme d'honnêteté envers nous-mêmes et un travail beaucoup plus constructeur de
d'améliorer ou surpasser ce qui est perçu comme étant néfaste pour nous-mêmes et notre bien-être psychologique, et donc notre bien-être tout court. Je passe enfin au dernier mécanisme qui est la compensation. La compensation, c'est l'effort pour masquer les faiblesses, les insécurités ou les frustrations, réelles ou perçues, par l'excellence dans d'autres domaines. On compense des faiblesses par l'excellence. En tout cas, du moins de ce qui est perçu comme étant faible ou ce qui est perçu comme étant excellent. Alors, le fait de mettre en avant certains traits, certaines compétences ou réalisations n'est pas forcément toujours signe de compensation défensive. Si, par exemple, quelqu'un veut atteindre l'excellence dans un domaine, on ne va pas directement se dire « Ah !» Ou alors pour soi-même, si je veux atteindre l'excellence, peu importe les critères de l'excellence en question, si je veux l'atteindre, ça ne veut pas dire que je suis en train de compenser une faiblesse ou une insécurité que j'ai perçue en moi ou pas perçue par ces moyens-là. Non, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est pour ça que les mécanismes de défense sont assez difficiles à observer et à comprendre. Et ce n'est pas systématiquement parce que on est dans la même action qu'on est forcément dans la défensive. Dans notre cas de la compassion, ça peut d'ailleurs être très sain comme démarche que de s'améliorer ou d'améliorer l'estime de soi ou même l'exploration de ses propres potentiels. Si je veux atteindre, par exemple, des efforts, si je fais des efforts pour surmonter certaines de mes pentes descendantes, ça peut être salutaire comme démarche de croissance, de connaissance de soi. Ceci dit, lorsque ce comportement, qui est conscient ou pas, c'est lorsque ce comportement qui sert à protéger une faible estime de soi, c'est lorsque ce comportement sert à protéger une faible estime de soi qui peut refléter une forme de fuite de ce que l'on ne veut pas voir de soi ou d'accepter de soi. Donc ces efforts pour surmonter certaines de nos pentes descendantes, ce que j'appelle les pentes descendantes, le fait de se laisser aller à ces pentes descendantes d'ailleurs, et qui sont valorisées par la société. Je sais pas moi, l'excès de confort, l'excès de tous nos vices de départ, peuvent être, ça peut être une démarche salutaire, dans une démarche... Alors, le sujet a été exploré notamment par Alfred Adler, qui est un médecin et psychothérapeute, qui aimait le fait que la compensation, c'est une force motivante centrale dans le développement de la personnalité. C'est très intéressant. C'est comme si le sentiment, donc selon lui, c'est comme si le sentiment d'infériorité d'un individu, donc le sentiment d'infériorité réel ou perçu, que ça soit physique, intellectuel, relationnel, etc. C'est de cela dont on parle. C'est comme si ça lui donnait assez de motivation pour agir et développer des capacités dans d'autres domaines. J'ai trouvé ça très intéressant. Et d'ailleurs, je pense que intuitivement, on le constate. On sait très bien. Et puis, peut-être chez nous, et on le constate chez les autres, notamment les personnes, typiquement. Je prends l'exemple d'un homme dont le physique n'est pas forcément imposant, voire qui est perçu comme étant faible, qui va se concentrer intensément sur ses capacités, je sais pas moi, relationnelles, de quête de pouvoir, intellectuelle, qui va faire des longues études et exclusivement valoriser ce fait.
Je sais pas pourquoi j'ai cette image de, je sais pas moi, Napoléon ou des personnes comme ça, avides de pouvoir, qui ont des faiblesses physiques, qui sont pas du tout imposants, mais qui vont être machiavéliques et qui vont exceller dans d'autres domaines. Vous voyez, qui vont être des stratèges, mais physiquement nuls. Aucun charisme, rien. Et qui vont compenser dans d'autres domaines. J'ai cette image-là. Dans un autre registre, on peut avoir l'image d'une personne qui va totalement s'investir dans sa carrière professionnelle aussi, pour notamment échapper aux difficultés rencontrées dans les relations personnelles. Bon, ça peut être aussi un mécanisme compensatoire. On peut aussi retrouver une personne qui est, vous savez, qui est très timide ou socialement anxieuse, développer une grande serviabilité qui lui permettra d'obtenir l'approbation des autres. C'est une autre manière aussi de compenser ce qui est perçu comme étant une faiblesse ou une insécurité intérieure. Donc vous l'aurez compris, je pense que ces mécanismes peuvent se retourner contre l'individu. Alors, vous l'aurez compris, je pense, ces mécanismes, les 12 mécanismes de défense psychologique que je viens de vous présenter, à peu près, de manière approximative, peuvent se retourner contre l'individu qui les suractive continuellement. Et dans le cas de la compensation, cela peut devenir une manière de faire face à des problèmes sous-jacents ou alors une manière de nier des aspects de soi qui nécessitent une certaine attention. Donc, plus on attend, plus les déséquilibres se renforcent, se créent, se renforcent, grandissent et s'ancrent. Donc le fait de voir et de ressentir une certaine insécurité en soi n'est pas anormal, ce n'est pas un signe de faiblesse. Cela pourrait être le résultat d'innombrables choses. Et le problème n'est pas la frustration, la faiblesse en elle-même. Le problème, c'est de perpétuer un cycle de comportements défensifs et d'insatisfaction permanente. Imaginez si un jour vous êtes fracturé un os, vous devez temporairement porter des béquilles ou avoir un plâtre, des béquilles, peu importe l'endroit où vous êtes fracturé, suite d'un accident ou autre, il faut quand même un temps de régénération. Il y a un travail régénératif qui se fait, et puis après de la rééducation, et tout cela et pour cela, il faut avoir accepté ça. Il faut avoir accepté, ok, temporairement, voilà ce qui se passe. Et puis accepter les efforts, d'une part personnels, d'autre part, c'est la vie qui fait que. Dans le cas du corps, ce sont les cellules, il y a une régénération cellulaire, et donc apporter le meilleur environnement intérieur et extérieur au corps pour qu'il puisse faire son travail. On ne peut pas le faire à sa place, mais on peut le booster, l'aider pour que la régénération se fasse de la manière la plus saine, constructive et forte possible. Donc si un jour on s'est fracturé, si on a eu un accident et que ça implique toutes ces démarches-là, ça ne veut pas dire que on portera des béquilles ou un plâtre toute notre vie. Parce que, voilà, j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire le travail de rééducation musculaire. Imaginons qu'après ça implique une atrophie musculaire. Après, il faut un petit peu remuscler, par exemple. Et que vous vous plaignez de la faiblesse musculaire qui est engendrée par l'utilisation systématique des béquilles. Il faut faire le travail. Il y a quelque chose à faire. Et donc, il y a une acceptation à avoir. Et c'est exactement le même principe. C'est vrai que reconnaître et comprendre des comportements compensatoires n'est pas du tout aisé, ni même donné à tout le monde. Ceci dit, ce travail va permettre d'identifier la racine de ce sentiment d'infériorité. Pourquoi je ressens ce sentiment? Pourquoi je ressens ce que je ressens? Dans un premier temps, et dans un temps,
ce travail de compréhension va conduire à une sorte de construction d'une image de soi qui est plus nuancée, disons plus réaliste. Cela correspond plus à la réalité que à une sorte d'illusion ou d'idéalisme. Ou alors de la même manière, si c'est l'opposé, de destruction de soi. Soit on se surestime, soit on se sous-estime. Pourquoi ne pas se voir tel que l'on est? Je pense que c'est une des forces fondamentales qui peut régir la croissance personnelle. Le sentiment d'insécurité, quel qu'il soit, peut toujours être, entre guillemets, traité, si on peut parler de traitement, de manière beaucoup plus saine. Ben voilà, sur ces paroles, je pense que j'en ai un peu dit beaucoup plus que prévu. Donc voilà, c'était la présentation des 12 principaux mécanismes de défense et de la raison plus ou moins de leur existence. Tout ça, ça a été développé de manière personnelle, c'est-à-dire par l'observation, l'analyse, l'introspection, mais en s'appuyant également sur des travaux. Principalement, ça a été les travaux de psychanalyse qui ont été effectués de manière beaucoup plus consciencieuse et qui ont été par la suite théorisés théorisés et construits de manière beaucoup plus rationnelle et de sorte à expliquer de manière beaucoup plus constructive la manière dont ces mécanismes fonctionnent. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça a été constructif. En tout cas, c'était le but qu'il y ait eu une démarche de compréhension qui était effectuée et d'observation, et par la suite peut-être d'agir en termes d'observation un peu plus accrue de soi.